Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau live où nous allons parler de dermatologie et de douleurs génitales chez la femme. Bonjour Audrey, Bonjour, merci d'avoir accepté de faire ce live avec moi. c'est avec plaisir. Du coup, je vais te laisser te présenter pour commencer. Donc je me présente, donc moi c'est Dermatodré, donc mon prénom c'est Audrey, c'est un petit jeu de mots Dermatodré. Je suis médecin dermatologue, j'exerce depuis une dizaine d'années maintenant. Et en plus de mes consultations, de mon activité médicale, j'ai voulu depuis un an à peu près faire de l'information médicale parce que je me rendais compte qu'on me posait toujours les mêmes questions en consultation. Et finalement, donc, je me suis dit, c'est souvent les mêmes thèmes, les mêmes problèmes qui intéressent les gens. Et quand je suis en soirée avec des amis, finalement, on me pose encore les mêmes questions. Donc, je vais faire ça de manière bien propre en vidéo, de manière un peu ludique aussi. Et donc, c'est comme ça que j'ai ouvert la chaîne YouTube d'Hermatodré, avec des vidéos hebdomadaires sur tous les sujets un peu du quotidien, l'eczéma, les verrues, qu'est-ce que c'est, les grains de beauté et tout. Et puis, finalement, la sauce a pris aussi sur Instagram, maintenant sur TikTok aussi, où on me demande de faire de l'information comme ça. Et je trouve que c'est très complémentaire avec la consultation parce que finalement, en consultation, on explique à une personne, on passe du temps sur un problème précis pour une personne, mais il y a beaucoup d'informations qui seraient applicables à d'autres personnes. Et c'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on peut essayer de faire profiter d'autres personnes, même si ces conseils sont pas tout à fait personnalisés. Il y a toujours des informations à prendre, ça fait réfléchir et ça permet d'échanger avec d'autres professionnels de santé comme toi, parce qu'on est souvent partenaires sur certaines pathologies. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup pour ce beau résumé. Et c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, parler de médecine sur les réseaux sociaux, ça permet d'informer un maximum de personnes et peut-être d'emmener des gens à consulter alors qu'ils seraient restés avec des questions un peu en suspens. Donc c'est plutôt... Oui, et puis avec de l'angoisse en fait, parce que finalement, on est tous un peu pareils, hein. On est chez nous sur notre téléphone. J'ai ce truc qui me fait mal, qui m'inquiète. Je vais chercher qu'est-ce que c'est, et puis si on cherche n'importe où sur Internet, on va tomber soit sur vous allez mourir demain, euh, soit sur j'ai une très bonne solution pour vous, mettez un poulet mort au fond de votre jardin et payez-moi en espèces après. Donc bon, c'est pas toujours la bonne solution. Je suis d'accord, on ne trouve pas toujours les bonnes informations sur Internet, donc si nous on vient amener notre petit grain de sel pour emmener les bonnes informations, c'est une très bonne chose. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pour celles qui ne connaîtraient pas forcément dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est que la dermatologie? Oui, bien sûr. Donc la dermatologie, c'est la médecine de la peau. Derma, ça veut dire, ça vient du mot derme, en fait, c'est une des couches de la peau. Et en fait, notre diplôme, c'est dermatologie et vénéréologie. Alors ça, les gens connaissent moins ce mot-là. Souvent, ils arrivent au cabinet en disant, ah, vous êtes vénérologue, ça m'intéresse. Et je leur dis, ah bon, pourquoi? Parce que vénérologie, c'est l'étude des maladies vénériennes. Ce sont les infections sexuellement transmissibles, en fait. D'accord. Donc souvent les gens pensent veines pour les veines des jambes, les varices et tout ça. On peut s'en occuper aussi, mais c'est phlébologie, cette spécialité-là. Donc en fait, quand on est dermato, on s'occupe de la peau en général, mais aussi des muqueuses, notamment les muqueuses au niveau génital, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, pour diagnostiquer si besoin des infections sexuellement transmissibles ou d'autres problèmes. Parce que si on est capable de faire un diagnostic d'herpès ou d'autres choses, il faut être capable de dire ça c'est pas de l'herpès, c'est de l'eczéma ou d'autres problèmes. Donc oui, quand on est chez le dermatologue et qu'on a, je sais pas moi, un problème de grain de beauté, si on a un problème au niveau vulvaire, on peut en parler aussi. D'accord, ok. Effectivement, du coup, ma question suivante, c'est comme moi, j'avais effectivement compris que les dermatologues s'occupaient de la peau, et du coup, j'ai appris aussi il y a peu de temps que vous vous occupiez aussi des muqueuses, alors c'est assez évident. Du coup, vous pouvez aussi vous préoccuper des parties génitales.
Oui, oui, tout à fait. Alors bien sûr, on va pas faire comme les gynécologues et faire un examen interne. Donc chez le dermato, il n'y a pas de spéculum le plus souvent. Voilà, il n'y a pas de toucher vaginal. Nous, ce qu'on va faire, c'est, donc, on va prendre l'exemple pour les femmes, hein, mais c'est valable pour les hommes aussi. C'est examiner, regarder la vulve et le vestibule, l'entrée du vagin et au niveau de l'anus aussi, parce que voilà, tout est lié. Et quand on fait un examen génital, il faut toujours regarder derrière aussi, en général. D'accord, ok. Et donc du coup, le thème de ce live, c'était de s'intéresser du coup aux douleurs des parties génitales de la femme, et donc plus particulièrement pardon, aux vulvodynies et aux dyspareunies. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est que ces problèmes de douleur chez la femme? Alors, la vulvodynie, la définition, c'est une douleur ou une sensation d'inconfort, hein. Donc, ça peut être des picotements, des brûlures. C'est pas forcément une douleur au sens que ça fait mal, mais ça peut être une sorte de gêne aussi, même voire des démangeaisons. Et la définition de la vulvodynie, ça va être donc ces symptômes inconfortables au niveau de la vulve, donc ça peut être au niveau du clitoris. Dans ce cas, on peut même parler spécifiquement de clitoridodynie. Au niveau du vestibule vaginal, c'est-à-dire à l'entrée du vagin, on peut dire vestibulodynie, ou au niveau des lèvres, ou au niveau de la jonction entre le vagin et l'anus aussi. Et tous ces symptômes-là, ils apparaissent alors que visuellement, à l'examen clinique, ou même si on fait des examens complémentaires, même une biopsie, même des prélèvements, on ne trouvera pas de maladie particulière. Donc, ce sont des symptômes inconfortables alors que l'examen clinique est normal. Donc, on peut dire que en l'état actuel de la science aujourd'hui, on n'a pas euh, de point anormal visible sur une vestibulodynie ou enfin voilà une vulvodynie. D'accord. Mais les symptômes des patientes sont quand même là. Donc ça, il faut pas les nier du tout parce que ce sont des personnes qui souffrent, qui peuvent souffrir de douleurs qui sont soit spontanées, donc au cours de la journée, elles ont mal, que ce soit en faisant rien de particulier, en s'asseyant, en faisant du sport, ou bien des douleurs provoquées lors des rapports sexuels. Et donc, ce qu'on peut retrouver à l'examen clinique, c'est ce qu'on appelle une douleur au coton-tige, c'est-à-dire qu'on prend un petit coton-tige, hein, donc un embout de coton, un truc qui fait pas mal normalement, et on touche délicatement hein, au niveau du vestibule vaginal. Et si cette sensation, si rien que cette sensation-là, elle paraît douloureuse pour la patiente, bah, c'est qu'il y a certainement une vulvodynie, c'est-à-dire une hypersensibilité, une hyperréactivité de la muqueuse qui peut s'associer à un petit érythème, donc une petite rougeur au niveau de la muqueuse aussi, mais qui n'est pas la rougeur en elle-même n'est pas pathologique. Il n'y a pas de maladie de la muqueuse. Donc D'accord. il y a plein de causes possibles. C'est pas encore, comme je te disais, c'est pas encore bien étudié. C'est-à-dire que on ne sait pas. Peut-être que si ça se trouve, il y a un microbe particulier qui causerait les vulvodynies. On n'a pas pu encore l'identifier. Mais le rôle du dermatologue ou du gynéco, voilà, ou du médecin, c'est d'écarter toutes les autres maladies qu'on connaît et qu'on sait soigner facilement. Et là, il y a des dizaines de causes. Ça peut être des condylomes, par exemple, des verrues génitales, qui peuvent être parfois assez plates. Et donc, quand la personne se regarde, bah, elle voit pas forcément qu'il y a des condylomes. Ça peut être de l'eczéma, ça peut être du lichen scléroatrophique. Enfin, bon, après, on discutera un peu de toutes les causes. Mais parfois, on ne voit pas forcément à l'examen, à l'auto-examen, ce qui se passe. Et puis, bah, c'est bien d'être en face avec une bonne lumière et puis d'avoir un œil professionnel pour dire, ah bah, j'ai peut-être une piste. On va peut-être faire un prélèvement là ou voilà. Et ça, déjà en fait, de savoir, parce qu'il y a beaucoup d'angoisse associée à cette pathologie, de savoir qu'il y a un médecin qui peut s'occuper de vous, qui va prendre le temps de comprendre un peu aussi quand est-ce que ça a commencé à arriver, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau sentimental qui est un peu concomitant aussi. C'est pas mal de discuter de tout ça. Ouais, d'accord, ouais, c'est super intéressant. Du coup, les dermatologues comme toi, vous travaillez un peu main dans la main avec les gynécos, les sages-femmes et parfois aussi Tout les à kinés fait. du coup. Tout à fait, parce qu'en fait, euh, prenons l'exemple d'une vulvodynie vraiment où on a écarté les autres diagnostics différentiels, ça reste quand même une prise en charge, on dit multidisciplinaire, parce que si la personne elle est suivie sur le plan gynéco par un médecin gynécologue ou une sage-femme, nous on va pouvoir lui dire qu'au niveau
externe, il n'y a pas de maladie, mais il faut qu'elle ait son suivi gynéco de toute façon aussi. Et puis souvent, pour les femmes, dès qu'il se passe un truc au niveau gynéco, il y a un peu tout qui est mélangé. Par exemple, ah ben j'ai des douleurs au niveau vulvaire, c'est parce que j'ai des kystes aux ovaires. Ça n'a pas de lien direct, mais il faut faire ce bilan un peu général. Et puis pour la vulvodynie, il y a une prise en charge, ben ça tu le sais très bien, qui est en kinésithérapie périnéale qui est importante parce que dans la vulvodynie, les douleurs elles peuvent avoir plusieurs causes. Et entre autres, il y a des causes musculaires qui sont possibles quand il y a des douleurs au niveau des rapports sexuels. Sans parler de vaginisme, hein, de contraction définitive, mais des douleurs qui peuvent être liées à une pénétration qui est pas agréable parce qu'il n'y a pas assez de détente au niveau du périnée ou au contraire qu'il y a un périnée hypertonique. Mais ça, tu pourras mieux l'expliquer que moi. Complètement. Donc, c'était vraiment pour voir le côté pluridisciplinaire qui est du coup hyper intéressant. Et je trouve ça bien parce qu'il y a pas mal de kinés qui nous suivent et ça peut être intéressant quand on a une patiente qui vient pour un problème de vulvodynie ou de dyspareunie, de savoir que si on ne trouve pas forcément la cause ou si le traitement n'avance pas forcément, qu'on peut peut-être demander un avis à un dermatologue et qu'il aura une Oui, idée tout à fait. des choses. Mm. Tout à fait. Pour les vulvodynies, il y a deux choses importantes. Il y a aussi le côté psychothérapie, parce que cette angoisse, en général, elle s'est accumulée pendant des mois et des mois. Déjà, de souffrir d'avoir des brûlures au niveau intime, ça c'est une chose. Et ensuite, le rapport à la sexualité, en tant que femme, de se dire, bah, finalement, la sexualité, c'est censé être un bon moment de partage en couple. Et puis, bah, moi, j'en profite pas du tout parce que ça me fait mal. De toute façon, j'ai plus envie, par exemple, d'avoir des rapports parce que j'ai toujours mal. J'ai mal les jours qui suivent, j'ai l'impression que ça m'irrite et tout. Donc, finalement, le couple va moins bien aussi parce qu'il y a cette espèce de refus. Donc, souvent, il y a besoin d'une psychothérapie aussi pour apaiser un peu la situation. Parce que la vulvodynie, c'est jamais un truc qui va durer toute la vie. Mhm. C'est sur une période et donc il faut accompagner les gens pendant cette période-là. Ouais, je suis complètement d'accord. Donc on Donc je vois demande, un petit commentaire. Si notre gynéco ne voit pas le problème, on peut prendre rendez-vous avec une dermatologue. Oui, tout à fait. oui, oui, oui. Parce que justement, c'est ce qu'on parlait de la pluridisciplinarité. Parfois, parfois on voit pas forcément le problème, ou parfois on trouve pas la solution. Donc ça peut être bien C'est ça. d'envoyer vers un autre professionnel de santé. Et du coup, qu'est-ce que le dermatologue va mettre en place dans le cadre de douleurs telles que des vulvodynies ou des dyspareunies? Donc, on parlait de dyspareunie. Juste, je fais la petite différence. Il y a les dyspareunies superficielles et les dyspareunies profondes. Les dyspareunies superficielles, c'est quand la muqueuse en elle-même fait mal. Donc, imaginez si vous avez une plaie, on vous touche sur cette plaie, aïe, ça fait mal. Donc, c'est pareil. Une dyspareunie superficielle, c'est quand la muqueuse elle-même fait mal. Les dyspareunies profondes, on peut imaginer voilà, si on a un gros kyste ou un fibrome au niveau de l'utérus ou un kyste au niveau ovarien, eh bien, ça va faire comme une boule à l'intérieur et dans ce cas-là, la pénétration, elle fera mal vraiment à l'intérieur. Donc là, pour le coup, en dermato, je ne serais pas du tout compétente pour les dyspareunies profondes. Ça, il faut voir un gynécologue pour faire une échographie, un toucher, etc. Nous, sur les dyspareunies superficielles qui sont à l'entrée du vagin, c'est-à-dire vraiment au moment où la pénétration commence, là, on peut regarder et essayer de faire quelque chose. Donc, j'ai dit en premier, c'est un peu prendre le temps à l'interrogatoire de se poser à la consultation, de faire un peu l'historique, quand ça a commencé. Et surtout, qu'est-ce qui a déjà été entrepris? Parce que souvent, les femmes, elles ont déjà vu leur médecin généraliste, d'autres gynécos, qui ont essayé des traitements pour des mycoses et tout. Donc bon, c'est le moment un peu laborieux de la consultation pour nous. Il faut un peu faire l'interrogatoire policier. Bon, alors, en 2018, donc on fait un peu cette historique-là. Ensuite, quand la personne est aussi un peu plus à l'aise, ben, on lui propose de s'installer. Souvent, c'est l'occasion de faire un examen dermato complet. Donc, on regarde les grains de beauté, tout ça. Donc, la personne garde sa culotte au début. Et puis après, ben, vu que le problème était quand même au niveau génital, hop, on baisse la culotte, on s'installe, on regarde.
Je regarde, bon, je fais comme si c'était moi qui faisais la consultation, hein. Donc je regarde, donc j'ai des gants, je regarde la vulve, je bouge bien les petites lèvres pour voir s'il y a des fissures, par exemple, au niveau des sillons entre les lèvres. Je demande à la dame avec son doigt de m'indiquer où est-ce que ça lui fait mal, plutôt à gauche, plutôt à droite, etc. Donc je regarde le vestibule vaginal, mais personnellement, j'utilise pas de spéculum. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas d'angoisse de la consultation à se dire la consultation va me faire mal. Bon, c'est juste écarter les jambes, écarter un petit peu les lèvres, hein. Donc voilà, c'est C'est pas un important moment de préciser. traumatisant. Parce qu'il y a des femmes qui Voilà. ont peur du spéculum et du coup, elles peuvent peut-être se dire, je vais peut-être plutôt aller consulter en Elles disent je premier. viens pas à la consulte. Oui, oui, tout à fait. Donc chez le dermatologue. Et puis de toute façon, même si vous allez chez un gynéco, Oui, il faut pouvoir le dire. oui, Si ce truc de spéculum vous fait peur, vous pouvez dire à votre gynécologue aujourd'hui. Je me sens pas. Je préférais que vous regardiez juste. C'est pas grave. Le gynéco va pas vous coincer contre le mur avec son c'est spéculum. clair. Même s'il vous dit oh bah ce serait bien de faire un examen plus complet, vous pouvez dire non, aujourd'hui je le sens pas, c'est votre corps quand même, hein, il n'y a Ouais. pas de. Donc si vous avez un gynéco un peu rustre, il peut dire oh là là, oui non allez ça va bien se passer, mais on va jamais employer la force, hein, pour s'occuper de vous. Ça s'est jamais vu, ou alors c'est des cas ça finit au tribunal. C'est Donc vous important, avez on doit toujours avoir le consentement de notre patient pour faire un examen ou quoi que ce tout soit. à fait, Donc, si vous dites non pour aujourd'hui, on n'a pas le droit de vous forcer. c'est ça. Donc moi j'ai souvent le cas pour les personnes qui viennent pour examiner des grains de beauté. Elles me disent j'aimerais juste qu'on regarde ce grain de beauté. C'est un peu dommage parce qu'en fait la plupart des gens viennent pour un grain de beauté qui va bien et en fait ils ont leur mélanome ou quoi dans le dos. Donc je leur dis ben ce serait mieux qu'on regarde tout le corps. Ah mais non bon bah pas aujourd'hui. Bon bah je leur dis la prochaine fois parce que parfois les gens ils ont une culotte bizarre ou ils sont un peu gênés voilà pour ce genre de choses mais ils savent que la prochaine fois ce serait bien qu'on regarde tout. Donc ça peut se faire en plusieurs temps. Donc l'examen, on reprend la consulte dermato, on regarde et moi mon but ça va être de chercher tous les petits signes qui pourraient me faire penser que c'est pas une vulvodynie au sens propre, mais qu'en fait il y a autre chose. Donc je vais rechercher, est-ce qu'il y a de l'herpès, est-ce qu'il y a des condylomes, est-ce qu'il y a des molluscomes, est-ce qu'il y a du lichen surtout, parce que ça le lichen scléroatrophique c'est quelque chose qui est pas très connu par les patientes. Et nous on en voit tous les jours au cabinet. Ça touche en général plutôt les femmes ménopausées, mais on peut en voir à tout âge. Donc voilà. Après, et après, bah voilà, je regarde bien sur toute la muqueuse, sur toute la peau autour, est-ce qu'il y aurait quelque chose? Je regarde éventuellement au niveau de l'anus aussi, parce que ça peut donner des signes. Et puis, si l'examen il est bien normal, bah déjà je le dis à la personne en lui disant, c'est une bonne nouvelle. Votre examen vulvaire, il est parfaitement normal, parce que souvent il y a une angoisse. Est-ce que j'aurai un cancer? Est-ce que j'aurai quelque chose? Donc, si on le dit de manière positive, bah voilà, votre vulve, elle est bien normale, elle est bien saine. Je ne veux pas dire que vous n'avez pas de douleur, hein. Je ne nie pas ça, mais on va chercher d'autres problèmes. Et puis surtout, la priorité, ça va être de vous soulager. Ouais. Parce qu'il faut quand même entendre qu'il y a cette douleur-là, pourquoi la femme vient. Et puis si on lui dit, ben tout est normal, hein, vous m'avez dérangé pour rien, elle se sent encore plus démoralisée. Ouais, je comprends. Donc, il faut Mm. plutôt dire dans le sens, c'est une bonne nouvelle, il n'y a Bah oui, pas c'est une de... bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que si je trouve un cancer comme ça, là, c'est Là, une c'est moins bonne nouvelle. Bon, j'ai là, on trouvé sait d'où pourquoi vient vous la aviez douleur, mal. mais c'est pas une bonne nouvelle. C'est ça. Voilà. Ah, j'ai vu pourquoi vous aviez mal, mais bon, bah, il va falloir un peu soigner ça. Ouais, Donc c'est plutôt une bonne nouvelle quand il y a pas, rien de visible parce que une vulvodynie c'est pas forcément quelque chose qui va embêter une femme pendant des années. Si on arrive à baisser un peu l'angoisse, qu'il y a une prise en charge multidisciplinaire qui se passe bien, bah ça devrait aussi bien se passer. ouais, Je pense, mais ça c'est juste mon avis personnel, qu'il y a peut-être un petit désordre du microbiote dans les vulvodynies. C'est-à-dire que on a une flore vaginale normale avec des bacilles de Doederlein, ce sont des microbes qui sont au niveau du vagin et de la vulve et qui sont là pour fabriquer un peu d'acide lactique, enfin pour que tout l'écosystème se passe bien. Et je pense qu'il doit y avoir dans les vulvodynies une part de désordre du microbiote, c'est-à-dire que cette jonction entre
la zone d'écosystème vaginal, la zone d'écosystème cutané, bah, normalement, c'est un peu une frontière où les germes différents se rencontrent. Cette frontière-là, elle est au niveau du vestibule vaginal et c'est justement une zone qui est hyper innervée. Mhm. Donc, ça tombe mal, mais il suffit qu'il y ait une des populations, notamment la population cutanée, qui se développe un peu plus dans cette zone-là. Et il peut y avoir une inflammation qui évolue à bas bruit et qui peut donner des douleurs. D'accord, ok. Et alors vous, en tant que dermatologue, quand tu trouves un problème comme ça, tu vas mettre en place un traitement, du coup. Ça peut être des Oui, crèmes. alors imaginons un cas de vestibulodynie, par exemple, avec l'examen visuel entièrement normal. Donc la priorité, ça va être que souvent la personne, elle se réapproprie un peu la zone, parce que ça fait des semaines qu'en fait cette zone lui fait mal, elle ose pas la toucher, elle ose pas s'essuyer. Pour la toilette, on lui a dit non, faut juste de l'eau, etc. Donc on refait un peu le point sur le quotidien. Le quotidien, qu'est-ce que vous faites pour la toilette? Donc, je prescris un savon très doux pour l'hygiène, exprès pour l'hygiène intime. On recommande une toilette une fois par jour au cours de la douche. Donc, pas de douche vaginale, pas d'excès d'hygiène non plus. Il y a parfois un terrain où la personne aime justement que ce soit toujours nickel. Et puis donc oui, dès que je vais faire pipi, je vais me savonner après. Donc voilà, on reprend un peu à la base ce type de conduite à éviter. Et puis après, je conseille souvent de la crème cicatrisante qui va faire un film protecteur. Et je leur dis, ça, vous pouvez en mettre le matin en petite quantité, ou vous pouvez en mettre, si vous n'avez pas d'impériosité mictionnelle, c'est-à-dire si vous n'avez pas envie de faire pipi trop vite, vous pouvez en mettre avant de faire pipi un bon paquet. Et comme ça, quand vous vous essuyez, d'une part, les urines vont pas toucher la zone qui est un peu irritée, parce que parfois il y a des picotements au niveau des urines aussi. Mhm. Et puis, quand vous vous essuyez, vous allez essuyer avec le papier l'excédent de crème cicatrisante. Comme ça laisse juste un petit film, vous êtes plus confortable. Et ça, vous pouvez le refaire 10 fois dans la journée si vous voulez. D'accord. Je vois une petite question qui me fait penser que oui, on peut utiliser des probiotiques aussi pour réguler la flore. Donc des probiotiques qui contiennent de la flore de Doderlein. Ça vient parfois dans un deuxième temps parce que ces probiotiques, il faut les introduire dans le vagin. Donc, c'est sous forme de gélules le plus souvent. Comme les gélules qu'on prend par la bouche, il faut les passer sous l'eau du robinet pour qu'elles soient un peu humides. Et puis on les met à l'intérieur du vagin. Donc il faut déjà que la personne elle soit à l'aise et qu'elle se sente capable de mettre un doigt à l'intérieur et qu'il n'y ait pas trop de douleur. Mhm. Mhm. C'est Mais ce qu'on c'est appelle possible les aussi. ovules ou pas du tout? Oui, c'est ce qu'on appelle les ovules. Mais les ovules, enfin le terme ovule, ça désigne plutôt une sorte de suppositoire. Donc c'est plutôt de la crème assez solide. Et la plupart des probiotiques sont plutôt sous forme de gélules en fait, D'accord. parce que ils ont besoin d'être sous forme sèche pour être conservés dans les boîtes Mhm. et de conserver plus longtemps que dans une crème. D'accord. Donc, les probiotiques, c'est possible aussi. Les probiotiques, ça se fait par cure, en général une dizaine de jours par mois. Mhm. Puis on peut renouveler ça comme ça après chaque règle, parce que les règles, ça déséquilibre beaucoup le microbiote aussi. Donc, c'est une bonne chose de renouveler ça quelques mois. Et puis, alors, après, il y a plein de traitements possibles pour les vulvodynies. Il y en a qui prescrivent des anesthésiques locaux, c'est-à-dire de la crème anesthésiante à mettre avant les rapports. Personnellement, c'est pas quelque chose que je recommande trop. Je sais que ça se fait. Si voilà, si certains praticiens pensent que c'est une bonne chose, moi j'ai rien contre. Mais je pense que de désensibiliser la zone, de mettre juste un anesthésiant pour se dire ah comme ça je peux avoir des rapports mais j'ai pas mal. Ça me, moi ça me paraît un petit peu bizarre. Mais c'est après c'est quelque chose qu'on peut proposer à la patiente. Mais d'un autre côté, moi, je préfère que la douleur se calme d'abord et puis ensuite, on reprend une activité sexuelle petit à petit, avec d'abord peut-être des préliminaires et puis ensuite des pénétrations. Mais pas se mettre un anesthésique pour avoir une pénétration. Je sais Mhm. pas ce que tu en penses, toi, Mathilde. Est-ce que... Bah, c'est un peu mettre un pansement sur le problème ou se mettre des... Ouais, voilà, c'est un peu se mettre des œillères. Mhm. Ouais, Donc, je suis un peu du même avis que toi pour le coup. Et c'est ça. il y a Estelle de Kinéscope, je sais qu'elle est kiné spécialisée aussi, comme moi, Très bien. en rééducation périnéale, qui parle des antidépresseurs. Est-ce que tu penses que ça aussi, est-ce que ça peut aider? Parce que tu parlais du côté psychologique qui était important.
Ça peut aider. Si à l'interrogatoire, surtout si à l'interrogatoire, on identifie qu'en fait, il y a beaucoup d'angoisse, et puis la personne nous dit, ça a commencé depuis que je suis en procédure de divorce, et puis avec le nouveau compagnon que j'ai trouvé, depuis j'ai mal et tout. Si en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup d'angoisse associée à ce problème, et bien, les antidépresseurs peuvent aider parce qu'en fait, ça va diminuer le niveau, on va dire, d'hyperréactivité douloureuse qui est un peu générale. Mhm. Imaginez si vous avez plein de soucis, si en plus vous vous tordez la cheville, eh bien, cette entorse de cheville, vous allez vous dire, ah bah décidément, il y a rien qui va, et puis elle va pas bien. On sait que dans cette condition-là, elle va pas bien cicatriser, qu'il va y avoir plus de soucis. Donc, je vois qu'Estelle précise sans problème psy. Oui, sans problème de syndrome dépressif, d'état dépressif majeur avéré. Mais quand il y a en fait une anxiété un peu généralisée, sans parler de troubles d'anxiété généralisée, hein, sans parler de pathologie psychiatrique, ça peut aider d'avoir recours à des antidépresseurs. Mhm. Donc, mais ça nécessite, je pense, un suivi psychiatrique parce que en dermatologie, on n'est pas très à l'aise avec la gestion de ces antidépresseurs. On les prescrit pas très souvent. Et je pars du principe qu'on fait bien ce qu'on fait souvent, ce qu'on fait tous les jours. Et donc, les antidépresseurs sont des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires, surtout au début du traitement. Et donc, si on n'accompagne pas la personne et qu'on lui dit oui, ça va vous faire du bien, prenez ça sans lui dire que va y avoir 2 semaines avec des troubles digestifs, qu'ensuite, au début, ce serait bien de prendre un peu des anxiolytiques éventuellement si vous faites des crises d'angoisse. Donc, je pense que là, il faut un suivi au moins de psychothérapie, voire un suivi avec un psychiatre, ce serait mieux parce que ce sont quand même eux qui prescrivent le mieux les antidépresseurs. Ouais, c'est sûr. Donc effectivement, oui, ça a montré un intérêt et je pense que ça fait partie de la prise en charge globale. Mais est-ce que c'est au dermato d'instaurer les antidépresseurs? Oui, s'il est à l'aise avec ça, si c'est vraiment quelque chose qui prescrit régulièrement. Si par contre c'est 2 patientes par an qui ont des vulvodynies sévères, je ne sais pas si c'est bénéfique pour elles de leur donner ce médicament-là sans les accompagner de ce côté. Je mets une petite question. Il y a plusieurs questions intéressantes qui sont arrivées pendant qu'on parlait de tout ça. Oui, Je trouve cette question très intéressante parce que pendant la grossesse, on peut avoir une modification de la flore vaginale et tout à fait. effectivement, on peut avoir des sécheresses vaginales pendant la grossesse et après. Mhm. Est-ce qu'il y a un risque pour le périnée? Alors, je vais te laisser répondre à l'accouchement et qu'est-ce qu'on peut mettre en place du coup? Alors, la sécheresse vaginale pendant la grossesse, que faire? Déjà, moi, je pense que les lubrifiants devraient être quasi systématiques pour les rapports. Il y a quand même un tabou sur les lubrifiants. C'est très bizarre. Moi, quand j'en parle aux patients, justement pour les vulvodynies, je leur dis, il faut absolument que vous ayez toujours du lubrifiant. Ah, mais oui, mais il va penser que je suis pas excitée, que si, que ça. Non, il va rien penser du tout. Il faut que vous passiez un bon moment, tous les deux. Donc, il faut que ça fasse partie de votre voilà de votre moment de partage, de jeu, de ce que vous voulez. Mais si c'est pour que ça vous fasse mal, ça sert à rien. Donc, les lubrifiants, c'est pas un sextoy, ça fait partie de l'acte sexuel en général. Donc le lubrifiant, il est automatique. Et si on ressent un peu de sécheresse vaginale, le lubrifiant est encore plus automatique, que ce soit pendant la grossesse ou en dehors de la grossesse. Il y en a des dizaines de marques. Il faut en tester plusieurs, souvent, pour trouver la texture qui vous conviendra mieux. Mais ça, c'est vachement important. Et le fait d'utiliser du lubrifiant, ça va éviter les irritations, donc éviter les douleurs et le cercle vicieux qui se met en place. Après, les risques pour le périnée à l'accouchement. Je pense que pour le périnée, bon ça tu seras mieux disposé pour en parler. Le périnée, il se distend au niveau des muscles Oui. pour l'accouchement et la muqueuse, elle doit suivre. Effectivement, si on a une muqueuse qui est déjà irritée, elle va avoir plus tendance à faire des petites fissures. Donc, c'est d'autant plus important d'avoir utilisé des lubrifiants et de ne pas avoir une muqueuse irritée au départ. D'autre part, pendant le travail et même honnêtement pendant les semaines qui précèdent,
c'est important de préparer son périnée avec des massages, avec divers produits. Il y a de l'huile exprès qui existe pour ça, par exemple. Ça peut permettre d'avoir la muqueuse qui est bien hydratée et d'avoir les muscles qui sont plus souples aussi. Donc, je sais pas ce que tu en penses, Mathilde, mais je pense que la préparation à l'accouchement, c'est pas seulement le souffle, les contractions et tout ça, mais toutes les semaines qui précèdent, on peut faire des massages du périnée, on peut mettre le futur papa à contribution, et puis ça permet aussi d'avoir des moments de tendresse, d'intimité et d'activité sexuelle dans le dernier mois avant l'accouchement, ce qui est pas toujours évident quand le ventre est là. Oui, oui, bah, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. C'est bien justement dans la question de faire la différence entre le périnée qui est vraiment un muscle, c'est plutôt C'est profond. ça? Donc c'est pas, il y a un lien avec les muqueuses, mais c'est pas directement en lien. Et je pense effectivement que le massage du périnée est tout indiqué parce que non seulement ça va permettre d'hydrater la zone, de s'habituer effectivement à la lubrifier aussi d'une autre manière que pour un rapport sexuel qu'on veut avoir. Donc effectivement, hydrater, masser, et les deux vont faire que ça va améliorer la sécheresse vaginale et assouplir en même temps le périnée. Donc je suis tout à fait d'accord. Parce que lors de l'accouchement lui-même, là, c'est assez lubrifié. Il y a le liquide amniotique, il y a toutes les sécrétions. Donc, sur le moment de l'accouchement, il n'y a pas besoin de rajouter du lubrifiant. Ouais. Ah, du coup, il y avait aussi une question intéressante. Est-ce que la médication est différente en fonction du type de vulvodynie, si elle est contact ou permanente? Oui, donc vulvodynie au contact, ça va être donc finalement lors des rapports sexuels le plus souvent ou permanente. Une vulvodynie permanente, c'est quand même plus embêtant parce que ça veut dire que la dame elle en souffre au quotidien Ouais. et donc là c'est là où va falloir rechercher une névralgie pudendale aussi, c'est-à-dire je l'ai vu passer tout à l'heure dans les questions, la névralgie pudendale c'est on va dire pour résumer, un nerf au niveau du bassin qui serait comprimé par un os, par un muscle, par un tendon, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui connaissent le canal carpien, le nerf au niveau du poignet qui peut être comprimé par les enveloppes fibreuses qui est au niveau du poignet. Bah là c'est un peu pareil mais au niveau du bassin. Donc on ne voit rien, il n'y a rien de visible à l'examen clinique, mais les personnes elles peuvent décrire des douleurs. Souvent, ça va quand même être latéralisé, c'est-à-dire c'est plutôt d'un côté que de l'autre. Mais bon, quand c'est un peu à l'intérieur, c'est difficile parfois pour les patientes de décrire. Donc, dans ce cas-là, sur une vulvodynie permanente, je pense qu'une IRM du bassin peut être importante pour rechercher un conflit comme ça neurologique, ou éventuellement voir un neurologue ou voir un chirurgien gynéco. Ouais. Donc il y a ça, et puis ce sont plus sur les vulvodynies de contact où les anesthésiques locaux, à la rigueur, peuvent être recommandés que sur une vulvodynie permanente, parce qu'on va pas dire à la dame de se mettre un anesthésique local du matin au soir. Ça, c'est pas possible. Mhm. D'accord, Donc ok. ouais, il y a des petites adaptations. Souvent, oui, les critères de Nantes. Voilà. Mhm. Donc souvent la vulvodynie de contact, on va bien rechercher aussi à l'examen clinique est-ce qu'il n'y a pas une fissure en fait qui se rouvrirait au niveau des. Ouais, d'accord, ok. Autre question. Alors, je trouve que oui, c'est pas mal. Est-ce que vous, en tant que dermato, vous connaissez les techniques qu'on utilise en tant que kiné pour éventuellement soulager les patientes qui souffrent de douleurs au niveau génital? Alors on connaît si on s'est formé ou si on en a fait un peu, Ouais. mais si on s'est renseigné là-dessus. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas à ma connaissance, je n'ai jamais eu de formation dans les congrès généralistes un peu en dermatologie qui parlait de la rééducation périnéale. Donc moi je me suis un peu renseignée là-dessus pour comprendre en fait comment ça fonctionnait. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce qu'on appelle le biofeedback est assez important. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience de ces muscles-là et savoir finalement quand est-ce qu'ils sont relâchés, quand est-ce qu'ils sont contractés, et réapprendre aux femmes en fait à se réapproprier la zone au niveau musculaire aussi. Mhm.
Ouais, c'est un peu ça. Après, il y a plein d'autres techniques de relaxation, de respiration pour apprendre à Niveau effectivement. abdominal, tout à fait, Ouais, ouais. voilà. Mm. Apprendre à contracter la zone, c'est aussi apprendre à la relâcher. Donc, quand il y Tout a à des fait. contractions permanentes qui font du vaginisme ou des dyspareunies, Ou ce qu'on appelle la synergie abdominopérinéale. exactement. Donc Voilà. ça, c'est pour aller à la selle, ça peut être plus compliqué. Oui, voilà, exactement. Donc, ouais, on a un grand rôle d'éducation pour tout ce qui est aller à la selle, aller aux toilettes, voilà. Le bilan est hyper important et en fonction du bilan va en découler différentes techniques, soit le biofeedback, soit apprendre à se relaxer, apprendre à se masser, traiter ce qu'on appelle aussi des trigger points, donc des points de Mm. contracture, de tension, Ah etc. oui, oui, d'accord, ouais. Et puis voilà, je pourrais en parler pendant des heures, donc je ne vais pas m'étaler. J'avais une dernière question. Personnellement, je ne connais pas, mais est-ce que vous connaissez l'association Les Clés de Vénus? Non, je la connais pas personnellement. C'est une association de patientes qui souffrent de vulvodynie, peut-être? J'imagine, mais du coup, c'est Estelle qui pourra nous dire ça, parce que moi non plus, je ne connais pas. Peut-être en attendant qu'elle réagisse, j'aurais voulu qu'on évoque une dernière petite chose qui peut être source de douleur, c'est les cicatrices. Et Mhm, je crois qu'en dermatologie, vous avez pas mal de techniques pour traiter les cicatrices, qu'elles soient douloureuses ou inesthétiques. Et du coup, j'aurais mhm. voulu que tu nous en parles un peu plus. Pas de souci. Donc, alors, les cicatrices, quand elles sont douloureuses au niveau abdominopérinéal, ça peut être des cicatrices de césarienne, des cicatrices d'épisiotomie, c'est possible. Bon, l'épisiotomie, c'est rarement inesthétique comme cicatrice, hein, puisque c'est quand Ouais, même assez caché. ouais. Mais c'est plus pour le côté cicatrice de césarienne. Donc oui, on peut faire plusieurs choses sur les cicatrices. Le plus souvent, c'est du laser en fait. Donc ça va être soit du laser de remodelage, soit du laser, ce qu'on appelle du laser fractionné ablatif, c'est-à-dire du laser CO2. Ça s'adresse aux cicatrices qui sont un petit peu boursouflées, voilà, encore un peu en relief, un peu fibreuses aussi. Donc Mhm. ça, c'est une première chose. Sinon, ce qui est important pour les cicatrices en général, c'est de bien les masser dans les mois qui suivent les interventions. Que ce soit les cicatrices de césarienne, les cicatrices d'épisiotomie ou n'importe quelle cicatrice du corps, c'est important d'éviter ce qu'on appelle les adhérences, c'est-à-dire que le fait que la cicatrice ne concerne pas uniquement la peau, mais elle cicatrise en se collant un peu au plan qui est en dessous. Donc ça, c'est important on dit de mobiliser la cicatrice de faire coulisser un peu comme ça lors du massage. Et ça, on peut le faire tout seul ou on peut le faire avec un kiné aussi. Mhm. Mais je pense que c'est important d'apprendre à le faire tout seul parce que il y a une sorte de peur de toucher c'est bizarre, hein, mais en consultation, souvent les, les patientes me disent, ah, j'ose pas la toucher, et je dis, mais elle vous fait mal quand vous la touchez? Ah non, c'est que ça me dégoûte. Et donc là, il y a déjà du travail à faire là-dessus. Mhm. Donc masser la cicatrice. Pour les personnes qui ont des cicatrices qui deviennent kéloïdes, ça, on peut faire des injections de cortisone à l'intérieur, mettre des pansements un peu spécifiques qui compriment aussi. Donc il y a plein de techniques possibles. Ouais. Et ce D'accord. dont on n'a pas parlé, qui peut être une technique envisagée aussi pour les vulvodynies, enfin plutôt pour les vestibulodynies, c'est le laser CO2 fractionné en intravaginal. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Dit J'en ai quelque chose. entendu parler, mais pas pour ça. Alors, je sais pas si je me trompe ou pas, mais dans le cas Les euh, sécheresses vaginales. Euh, non, c'était dans le cas de papillomavirus, mais Ah, c'est pas le même laser. non, c'est pas le même laser, hein. Ouais. C'est C'est pas le du même laser, laser. mais on m'avait pas précisé. Alors, le laser CO2, il en existe deux sortes. Il y a le laser CO2 chirurgical, comme un sabre laser qui découpe. Donc, effectivement, dans le cas de condylome à papillomavirus, ça va servir à enlever les condylomes. Par contre, il y a du laser fractionné qui existe. C'est un laser qui fait plein de petits points d'impact. Donc, lui, il va pas du tout découper une zone. Il va faire des petits points de brûlure et de chauffage du derme. Enfin, ou de la muqueuse, et ça permet en fait une cicatrisation qui va rendre le tissu plus ferme. Donc D'accord. ça, c'est indiqué en cas de sécheresse vaginale, en cas d'atrophie postménopausique par exemple, et ça consiste à mettre
une sonde laser dans le vagin et de faire ces petits impacts de laser qui sont pas douloureux en fait dans le vagin, parce que à l'intérieur vraiment profondément, c'est une zone qui est pas très vascularisée. Après, il faut diminuer l'affluence, enfin la puissance quand on arrive au niveau du vestibule, qui est une zone plus sensible, et ça peut aider aussi s'il y a des sensations de sécheresse, de douleur qui sont un peu plus profondes au niveau du vagin lui-même. Ouais. D'accord, ok. Et donc ça, c'est un cas où pour le coup, vous allez en endo-vaginal. Vous allez Oui, faire... Ouais. oui, oui. Puisque l'embout ressemble à une sorte de petit godemiché, quoi, en fait, pour Ouais, être. d'accord. Donc on rentre à l'intérieur et on ressort petit à petit pour traiter toute la longueur du vagin. Ça Enfin, un va de vagin, toute c'est la pas très longueur. grand. D'accord, ok. Super. Question extrêmement bête, mais est-ce que c'est le même genre de laser qu'on utilise pour les épilations définitives ou pas du tout? Alors, c'est pas la même machine, puisque pour les épilations définitives, on a soit des lasers alexandrides, soit des lasers YAG, soit de la lampe pulsée, donc c'est pas la même couleur du tout. La cible du laser CO2, c'est l'eau, donc c'est pour ça que ça va faire une sorte de cuisson un peu de la peau, sur Ouais, des tout petits points, hein, je ouais, vous rassure. Alors que les lasers épilateurs, leur cible, c'est la mélanine, le pigment brun qui est dans les poils, d'accord. et il n'y a pas de mélanine du tout dans le vagin. D'accord, ok. Enfin, c'est très rare. On peut avoir des petites lentigines, on peut avoir des petites taches brunes au niveau de la vulve, surtout chez les personnes qui ont un phototype foncé, ça c'est très fréquent. Par contre, c'est rare d'en avoir dans le vagin. D'accord, ok. Est-ce que tous les dermatologues peuvent traiter ces problèmes au niveau génital ou il faut avoir une formation en plus, un peu comme les kinés, où tous les kinés ne font pas forcément ça? Alors, tous les dermatos peuvent le faire. Il n'y a pas de diplôme obligatoire pour s'occuper des pathologies génitales, puisque ça fait partie de notre diplôme, voilà, dermatovénérologie, ça on l'a tous. Par contre, voilà, comme je disais tout à l'heure, on fait bien ce qu'on fait souvent, c'est-à-dire qu'un dermatologue qui se serait un peu spécialisé, je sais pas, je vais dire dans l'esthétique du visage, bien sûr, si vous allez lui parler de votre vue, lui il va faire, je me sens pas compétent pour ça. S'il y a besoin de faire du laser CO2 fractionné, s'il n'a pas la machine, il ne pourra pas vous le faire non plus. S'il y a besoin de faire des biopsies, etc. Voilà. Donc il faut un dermatologue qui le fait souvent. Il n'y a pas c'est un peu comme les kinés, il n'y a pas vraiment de d'annuaire finalement qui dirait tel médecin se spécialise là-dedans. Donc c'est un peu au bouche à oreille. Et puis au cours de notre carrière, on peut avoir aussi des périodes où en tant que dermato, je sais pas, on fait de la dermato générale pendant 10 ans, et puis petit à petit, on se rend compte que notre patientèle pour le côté gynéco augmente, et puis petit à petit, on se spécialise vers ça. Hmm. Ouais, donc c'est un petit peu pareil. C'est comme des médecins qui se spécialisent et qui font des examens gynécologiques, par exemple. Hum, qui font finalement de la gynéco médicale ou qui font un diplôme d'allergologie et qui se rajoutent plutôt une patientèle d'allergologie, c'est possible. D'accord. Peut-être dernière question, il y en a une note dans la boîte à questions. Est-ce que tu connais la Técart thérapie par rapport aux cicatrices et qu'est-ce que tu en penses? Je ne connais pas la Técart-thérapie, mais j'échangerai volontiers. C'était une question d'Estelle, je crois que j'ai vu Oui, passer. J'échangerai volontiers avec elle par message après ouais. pour en discuter. Ça peut être intéressant. Moi, j'ai peu de patientes qui se plaignent de leurs cicatrices d'épisiotomie. Je dis pas que c'est parce que les cicatrices d'épisiotomie sont pas gênantes, mais c'est parce qu'elles en parlent peu à leur dermatologue. Ouais. Donc, j'ai pas de demande de la part de mes patientes là-dessus. Mais c'est certainement plus un sujet qui est connu par vous, les kinés, qui s'occupaient du périnée, les sages-femmes, etc. Ouais, ouais. J'en ai entendu du bien, mais j'ai entendu aussi que c'était très variable en fonction des patientes, voilà, des résultats. On en discutera avec Estelle. On fera un prochain live à 3. Voilà. Vivement les Je sais lives pas. à 3 ou à 4 avec voilà. Et par rapport aux sécheresses vaginales, vous pourrez regarder le replay parce on en a On déjà. en a déjà. Oui, je viens de voir passer la question. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre de l'huile de coco pour hydrater? L'huile de coco, c'est pas mauvais hein, au niveau génital, mais par contre, ça correspond pas à la lubrification normale. Et donc, sur le moment, ça va
oui, donner une sensation un peu plus confortable, mais ça ne va pas corriger les déficits de lubrification. Donc, D'accord. c'est pas mauvais, c'est pas dangereux, mais ça va pas régler le problème. Hmm. Qu'est-ce que tu conseilles comme lubrifiant à utiliser le plus Est-ce que tu en connais des Des efficaces plus et naturels que d'autres. ouais. Alors c'est compliqué les sujets des lubrifiants parce qu'en fait, quand on regarde dans les supermarchés par exemple, la composition des lubrifiants n'est pas toujours indiquée. Donc il y a marqué à base d'eau, à base de trucs, mais il n'y a pas le détail exact. Et donc pour moi qui suis déjà bien obsédée de la composition cosmétique des choses, bah je regarde et puis si la composition est pas marquée, bah déjà j'avoue je fais pas trop confiance. D'accord. Donc moi là je pourrais pas citer de marque, je pourrais pas de faire de publicité pour telle marque ou telle autre. Mais je disais déjà c'est important quand même d'en essayer plusieurs pour voir la texture qui vous convient. Mhm. Si vous utilisez des préservatifs, des préservatifs à base de latex, il faut pas que le lubrifiant contienne du gras parce que le gras ça abîme le latex. Donc il faut regarder dans la composition. Donc l'huile de coco, la vaseline, quand il y a marqué paraffine liquide, ça tout ça c'est du gras. Donc si vous mettez des préservatifs, c'est non. Et deuxième chose à savoir, il y a des lubrifiants à base de silicone. Donc déjà ça, est-ce que vous voulez qu'il y ait des silicones dans vos cosmétiques que vous mettez au niveau gynéco? Je ne sais pas. Mais l'avantage de ces lubrifiants-là, parce qu'il faut bien qu'ils aient un avantage quand même, c'est qu'ils restent très longtemps persistants sur la muqueuse. Donc, en général, c'est des lubrifiants où il y a marqué faites l'amour toute la nuit, ils dureront toute la nuit, etc. Donc ce sont des lubrifiants qui durent plus longtemps, mais ce sont des lubrifiants qui sont incompatibles avec les jouets en silicone. Parce qu'ils vont abîmer, silicone plus silicone, ça va abîmer le silicone du sextoy. Ouais. Donc là, il faut éviter aussi. Et puis donc en version entre guillemets bio toute simple, il y a le gel d'aloe vera qui peut être utilisé comme lubrifiant, voilà, tout simplement. D'accord. Qu'on trouve voilà dans les magasins Ouais. bio, etc. Bah, ça Donc c'est cool. regardez bien qu'il n'y ait pas trop de conservateurs dedans. Mhm. Normalement, il vaudrait mieux le conserver au réfrigérateur parce que le gel d'aloe vera, ça se conserve pas très longtemps quand c'est entamé. Seulement se mettre du lubrifiant qui sort du réfrigérateur, bon courage. Faut apprécier le froid. Ça risque d'être un peu compliqué. Alors, voilà, il n'y a pas de solution parfaite, mais c'est intéressant de réfléchir un peu à tout ça. Les huiles, c'est possible aussi si on met pas de préservatif. Et puis sinon, voilà, les lubrifiants à base d'eau qu'on trouve en pharmacie, c'est quand même une sécurité. Normalement, en pharmacie, les choses sont plus. Enfin, Un peu plus réglementé, mais ceci ouais, dit, c'est souvent les mêmes marques qu'on trouve après en supermarché. Hein, donc, c'est vrai. C'est faut vrai. regarder la composition. Ouais. Donc maintenant, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les compositions des cosmétiques, il y a pas mal d'applications qui peuvent vous aider. Elles sont pas parfaites non plus. Hein. Il faut se dire que derrière ces applications, il y a des gens qui cherchent à gagner de l'argent. Mm. C'est pas bénévole. Donc, On fait mais attention. bon, c'est une aide supplémentaire quand même. Ouais, ouais. Donc, par rapport aux douleurs d'épisiotomie ou de déchirure mal faite, on en a parlé aussi un petit peu avant, tout ce qui est massage, hydratation, etc. On en a bien parlé. Et peut-être pour Et je terminer, pense que pour les douleurs d'épisiotomie, la kiné, pour le coup, la rééducation périnéale est vraiment capitale parce que le muscle a été, dans l'épisio, le muscle a été coupé. oui, Donc c'est pas, s'il y a juste une petite déchirure de muqueuse, il y a pas forcément de suture voilà. associée. Donc c'est souvent que le muscle a été coupé. C'est-à-dire que les fibres musculaires ont été voilà déchirées par l'épisio ou par la déchirure périnéale. Donc c'est important de reapprendre aux muscles à se contracter de manière plus homogène, bien symétrique, et libérer aussi cette contracture permanente qu'il y a pendant quand même plusieurs semaines après l'épisiotomie. Oui, Comme quand on se déchire, vous faites un claquage musculaire au niveau du mollet, il y a une petite déchirure au niveau du muscle. Éventuellement, quand on touche, on sent une sorte de boule, hein, le muscle est tout dur. Bah, c'est un peu pareil au niveau du périnée. Et s'il a été coupé par l'épisio, il va falloir il le va y avoir rééduquer petit à ouais, petit.
Il va y avoir une contracture réflexe C'est par-dessus. ça. Et en plus, il va y avoir des adhérences qui vont se créer parce que la cicatrice, elle se fait pas couche par couche, elle se fait aussi. Exactement. Bah, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, les adhérences. Et pour ça, le massage est quand même important pour essayer de mobiliser les différents plans les uns sur les autres, la muqueuse, le muscle en dessous, et que finalement ce soit pas collé. Parce que sinon, après, quand il y a des rapports, bah, ça emmène tout et c'est Ouais, pas c'est vrai. agréable. Mm, mm. Et peut-être une dernière petite remarque sur les huiles essentielles. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce qu'on peut les Alors, les huiles utiliser par essentielles, exemple au niveau en vaginal? ouais, en théorie, on ne doit pas les mettre pures sur les muqueuses. Déjà, ça c'est une première chose à savoir. Ensuite, il y en a certaines qui sont irritantes, donc faut bien faire attention à ce qu'on se met au niveau intime. Il y a des huiles essentielles qui sont possibles, comme par exemple la lavande officinale. C'est mieux de la diluer quand même. Donc, on va chercher l'huile de dilution en fonction un peu du problème de la personne. S'il y a un problème de microbiote et d'immunité, l'huile végétale de nigel peut être intéressante en associant avec donc de l'huile de lavande officinale pour le côté un peu cicatrisant, apaisant. Et puis donc s'il y a un problème, un désordre de microbiote, par exemple tendance aux candidose chronique, on peut associer un peu d'huile essentielle de titri, d'arbre à thé, qui va aider à réguler aussi le côté antifongique. Donc ça c'est une première chose. Mais ça va toujours être en usage dilué parce que il y a une sensation de cuisson qui est assez importante avec les huiles essentielles, même diluées au niveau intime. Donc, faut surtout pas les mettre pures, sinon on peut provoquer des allergies aux huiles essentielles. Et on va se trouver avec une vulvodynie et de l'eczéma. Ça va gratter, on saura plus ce qui se passe. Donc, c'est un petit peu délicat. Quand on regarde dans les livres d'aromathérapie, il y a plein de recettes pour mettre au niveau génital. C'est assez discuté. Hmm. Enfin moi j'ai fait quelques formations d'aromathérapie avec un professionnel en fait dans le domaine et il me disait les livres grand public d'aromathérapie il y a un peu n'importe quoi dedans. Hmm. Donc Ouais. C'est comme pour tout, il faut faire attention et peut-être voilà, prendre des conseils auprès d'un ouais, spécialiste. d'un professionnel. Un En professionnel. pharmacie, la plupart des pharmaciens qui sont formés à l'aromathérapie pourront bien vous aiguiller. Ce qu'il faut savoir, c'est pas d'huile essentielle pendant la grossesse. Ça, c'est hyper important parce que ouais, en fait, les huiles essentielles, normalement, ils sont dits chémotypés, c'est-à-dire que quand la marque vend un produit, elle doit pouvoir vous fournir les molécules exactes qui sont présentes dedans. Euh, les marques de pharmacie font attention à ça. Les marques, si vous achetez de l'huile essentielle sur Amazon, il y a plus de, si c'est pas une marque très connue, il y a plus de chances que vous receviez un parfum d'ambiance que de l'huile essentielle. Donc malheureusement, voilà, faut faire un peu attention à ça et surtout pas se le mettre au niveau intime après. Et les huiles essentielles, elles peuvent contenir des cétones. Ce sont des produits naturels dans les huiles essentielles, mais qui sont neurotoxiques et qui peuvent favoriser les fausses couches. Donc notamment dans les huiles de menthe, dans la lavande aspic, donc dans le lavandin aussi. Il y a des cétones, ce sont des produits qui sont vraiment dangereux pour les femmes enceintes. Il y a déjà eu des cas de fausses couches à cause des huiles essentielles. Donc Pas d'huile. pas d'huile essentielle pendant la grossesse, c'est important. Mhm. D'accord, ok. Même la lavande officinale qu'on pourrait croire saine, il suffit que ce soit une lavande officinale de moins bonne qualité, elle a été coupée avec moitié de lavandin parce que c'est beaucoup moins cher, et ben vous avez des cétones dedans. ouais, d'accord. Par rapport aux probiotiques, on l'a déjà dit, du coup, oui, on peut en prendre pour améliorer la flore vaginale, que ce soit Tout après à fait, l'accouchement, sous forme d'ovule ou même tout au long de la vie, je pense. tout à fait. Donc, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. On a fait le tour. Mm. Merci infiniment, Audrey, pour ce live qui était vraiment super intéressant. Merci à toi Mathilde pour l'invitation et puis bah, au plaisir de se retrouver ou de discuter une prochaine fois. Avec plaisir, je te souhaite une belle journée et à très vite. Bonne journée, à bientôt. À bientôt!